Dans une deuxième grande partie, on va voir la pluralité des mémoires de la Seconde Guerre mondiale de manière un petit peu plus détaillée. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas une mémoire de la Seconde Guerre mondiale, mais des mémoires éclatées, même si on a vu que la mémoire gaullienne avait été une mémoire officielle. Donc, les mémoires éclatées de qui? Eh bien, des anciens combattants, des victimes civiles de la guerre, des anciens déportés, des anciens du STO, des prisonniers de guerre, des communistes, des gaullistes, des pétainistes, des populations juives, bref. Tout cela forme des catégories distinctes qui tentent chacune de faire reconnaître leurs expériences, leurs souffrances et commémorent séparément le souvenir dans l'après-guerre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux mémoires qui se sont vraiment imposées, donc les mémoires résistantes, on les a déjà vues, et les mémoires juives qui dominent au détriment des autres mémoires. Alors attention, les mémoires juives n'ont pas toujours dominé, loin de là. De 1945 à 1961, Annette Wierska parle de grand silence concernant justement la mémoire du génocide. Pourtant, on a des publications. La première publication célèbre de Primo Levi, Si c'est un homme, publié en 1947. Donc, je vous rappelle, Primo Levi, c'est un juif italien récapé du camp d'Auschwitz et qui raconte dans son ouvrage le cauchemar qui hantait les détenus et la difficulté de témoigner après les camps, ou tout simplement la difficulté de vivre après les camps. De même, on va avoir en 1995 un ouvrage publié par Elie Wiesel qui s'appellera La Nuit et qui exprime l'impossibilité de témoigner pendant la dizaine d'années qui a suivi la guerre. Et donc, justement, de 1945 à 1961, on va avoir une mémoire communautaire de la guerre concernant la mémoire du génocide. Mais 1961, date clé. Date clé parce que procès de Karl Adolf Eichmann. Donc c'est l'organisateur de la solution finale qui a été mise en place en 1942, cours de première. Ce procès, il est intéressant parce qu'il s'appuie sur les dépositions de 111 survivants. Et c'est très très intéressant parce que ça met en scène la mémoire juive et ça la met vraiment sur le devant de la scène. Donc ça l'expose au public et ça la rend officielle. C'est vraiment une date clé parce que justement ça favorise le sentiment d'appartenance à une communauté et ça affiche cette mémoire, non plus seulement comme une mémoire communautaire, mais comme une appartenance aussi à la mémoire nationale. Et c'est ce qui va déclencher notamment en France une loi d'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, votée en 1964. Et cette loi, elle permet à des associations de lutter pour la condamnation des responsables de la déportation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1961, on a aussi les historiens qui commencent à se consacrer à l'étude du génocide, qui avait été oublié auparavant. Donc, en 1961, on a Raoul Hilberg qui publie en anglais seulement La destruction des Juifs d'Europe, donc un impact assez léger, on va dire, sur les populations françaises. Par contre, en 1978, Serge Klarsfeld publie le mémorial de la déportation des Juifs de France, et son ouvrage en fait recense toutes les victimes françaises de la Shoah. Donc là encore, on est dans l'explicitation des souffrances et dans la reconnaissance officielle de la violence de la guerre, du génocide. Évidemment, face à cette résurgence de la mémoire juive, on va avoir un contre-courant qui va s'exprimer notamment par l'antisémitisme et par le négationnisme. Par exemple, Louis Parquier de Pellepoix en 1978 va annoncer qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des poux, donc dans une veine revendiquée d'ailleurs négationniste. Et on va avoir également Robert Forisson qui va développer la thèse d'un mensonge historique ou d'une escroquerie au bénéfice d'Israël et des Juifs. Et enfin, on va assister en France à la renaissance de l'extrême droite avec la création du Front National en 1972 qui reprend en partie
le programme de la Révolution nationale de Pétain et par la suite on va avoir des attentats antisémites dans les années 1980. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pendant les années 60-70, la communauté juive cherche à fixer la mémoire du génocide afin d'en garder le souvenir et de rendre celui-ci indiscutable et officiel. Cependant, il faudra attendre les années 80 pour que cette mémoire se diffuse en dehors de la communauté juive et soit pleinement officielle. Donc, cette mémoire va devenir officielle dans les années 1980 et donc on va avoir différents moyens de la reconnaissance. Donc déjà on va avoir des associations qui vont se former comme la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes ou alors les fils et filles des déportés juifs de France. On va également avoir des réparations données par les pouvoirs publics comme l'indemnisation des orphelins de la Shoah en 2000. On va également avoir une reconnaissance qui se matérialise par la création de musées et de mémoriaux, comme la création du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation en 1992 ou du mémorial de la Shoah en 2005. On va avoir l'établissement de journées commémoratives, on va avoir la construction de monuments, et on va avoir le vote d'une loi mémorielle, à savoir la loi Guessot, donc, qui condamne le négationnisme en 1990. Et donc cette omniprésence de la mémoire résistante puis juive a malheureusement occulté, marginalisé d'autres mémoires. Et cela peut provoquer des concurrences conflictuelles. Donc par exemple la mémoire des travailleurs du STO, la mémoire des soldats des troupes coloniales résistantes ou la mémoire des homosexuels déportés. Et donc on va avoir une concurrence victimaire des mémoires. Et donc cette concurrence va s'exprimer parfois par des événements concrets. Donc par exemple, en 1992, les déportés et internés politiques obtiennent de la Cour de cassation que les requis en Allemagne ne puissent pas se prévaloir du statut de déporté. Donc c'est-à-dire que n'auront le statut de déporté uniquement les déportés et internés politiques, c'est-à-dire pas les travailleurs forcés. Donc ça a un impact à la fois sur l'image officielle des travailleurs forcés, mais également sur les possibles, comment on appelle ça déjà, sur les possibles réparations des pouvoirs publics. Bien. Donc, on passe à notre troisième partie, le rôle social de l'historien. Donc, les historiens ont été des acteurs des mémoires, ne serait-ce qu'en élaborant une mémoire savante. Donc, en effet, il y a eu un moment de mémoire dans les années 1990. Donc, moment de mémoire, c'est une expression de Pierre Nora. Et ça exprime une demande sociale venant du grand public pour établir les faits d'histoire. Ce moment de mémoire va s'exprimer par l'implication de certains historiens dans les grands procès. Donc par exemple, on va avoir Jean-Pierre Azéma, Robert Paxton ou Marc-Olivier Baruch qui acceptent de témoigner au procès Papon, mais tous les historiens n'acceptent pas. Par exemple, Henri Rousseau s'y refuse car il ne se satisfait ni du statut de simple témoin que lui offre la justice, ni d'être enfermé dans un questionnement judiciaire qui pour lui n'est pas le questionnement de l'historien. De même, les historiens vont participer à des enquêtes publiques. Par exemple, il y a une sollicitation des pouvoirs politiques pour Annette Wieworka, qui participe à la mission d'études sur la spoliation des Juifs en France de 1940 à 1944. Et donc cette étude va être menée en 1997. Mais ce moment de mémoire provoque des contestations au sein même des historiens.
Ainsi, par exemple, en 1990, lors de la loi Guesso, Madeleine Rebériou va critiquer la loi, estimant qu'il n'appartient pas à la loi de dire le vrai. D'ailleurs, il y a tout un débat sur qu'est-ce que la vérité en histoire. Et de manière encore plus actuelle, en 2007, on a un débat soulevé par la décision de faire lire chaque 22 octobre la lettre de Guy Môquet dans les lycées. Parce que les historiens ne veulent pas du devoir de mémoire, mais du devoir d'histoire ou du travail de mémoire. Bref, le devoir de mémoire tel que vous le connaissez peut-être actuellement doit être vraiment compensé par l'analyse nuancée et scientifique des historiens. Et le but, en tout cas pour vous en tant qu'étudiant en histoire, en terminale, c'est de voir les nuances et de savoir différencier les points de vue, à la fois des différents témoignages, mais également des historiens. Donc ici, vous avez un plan qui vous a été donné, qui est très différent du plan donné en classe. Le but est vraiment de distinguer la mémoire officielle, le travail des historiens avec l'histoire et la mémoire, et enfin les conflits mémoriels donc, qui ont lieu depuis 1945. Le second but était évidemment que vous preniez un petit peu des notes, à la fois pour répondre au questionnaire qui va suivre, mais également pour vous donner plus d'armes pour le bac.